En fin de compte, nous ne comptons que parce que nous incarnons d'essentiel. Et si nous ne l'incarnons pas, notre vie est gâchée. Carl Jung. Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez d'empêcher quelqu'un de partir, plus cette personne semble s'éloigner ? Avez-vous déjà pris une décision en plein moment d'anxiété simplement parce que rester sans rien faire pendant quelques heures vous paraissait insupportable? Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après avoir expliqué, insisté, planifié, corrigé et tenté de contrôler chaque détail, votre vie continue de produire exactement le type de situation que vous cherchiez à éviter? Carl Jung a écrit une phrase dérangeante. Tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Dans le contenu qui inspire ce scénario, cette idée est liée à un problème profondément humain. Les contenus refoulés ne disparaissent pas simplement parce que nous cessons d'y penser. Ils peuvent continuer à interférer avec ce que nous désirons, choisissons et répétons. C'est peut-être pour cette raison que certaines des décisions que vous qualifiez de rationnelles s'accompagnent d'une urgence difficile à expliquer. Vous vous dites que vous devez envoyer ce message maintenant. Vous devez obtenir une réponse, vous devez clarifier le malentendu, vous devez prouver que vous allez bien, vous devez récupérer ce que vous avez perdu, vous devez prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Mais observez le mot qui se cache derrière toutes ces phrases « devez ». Il existe une différence troublante entre agir parce qu'une chose doit réellement être faite et agir parce que vous ne supportez pas ce que vous ressentez lorsque vous ne faites rien. C'est précisément dans cette différence que l'ego parvient à se déguiser en lucidité. La personne abandonnée appelle amour la poursuite de l'autre. Le professionnel terrifié par l'échec appelle discipline l'épuisement. Celui qui a désespérément besoin d'approbation appelle gentillesse la soumission. Celui qui craint de perdre le contrôle appelle attention la surveillance. À l'extérieur, il y a du mouvement. À l'intérieur, il y a la peur qui tente d'anesthésier la peur. Et c'est précisément ici que l'idée de ne rien faire doit être comprise avec prudence. Cela ne signifie pas abandonner vos responsabilités, ignorer des problèmes concrets ou attendre passivement qu'une force mystérieuse organise votre vie. Cela signifie quelque chose de psychologiquement bien plus difficile. Ne pas obéir immédiatement à la première impulsion produite par votre blessure intérieure. Car il existe des moments où votre prochaine action ne résoudra pas le problème. Elle révélera simplement ce qui vous contrôle. Imaginez une eau troublée par la boue. Plus vous y plongez les mains pour essayer de trouver quelque chose au fond, plus elle devient opaque. L'impulsion naturelle consiste à continuer à chercher, à remuer davantage, à accélérer, à faire quelque chose, mais peut-être que ce qui manque n'est pas un mouvement supplémentaire. Peut-être faut-il simplement retirer vos mains. Jung a consacré une grande partie de sa pensée à la confrontation entre la conscience et ce qui demeure en dehors d'elle. Et le document qui sert d'inspiration à ce scénario explore précisément ce renversement. Plus nous tentons anxieusement de contrôler ce qui ne peut jamais l'être totalement, plus la tension susceptible de déformer notre perception et notre comportement peut s'intensifier. C'est pourquoi le silence fait peur. Lorsque vous n'envoyez pas le message, vous ne recevez pas immédiatement une réponse capable d'anesthésier le sentiment de rejet. Lorsque vous ne vous précipitez pas vers une autre opportunité, vous devez rester quelques instants face à votre sentiment d'insuffisance. Lorsque vous n'essayez pas de convaincre quelqu'un de rester, vous vous retrouvez face à une question bien plus douloureuse. Pourquoi le départ de cette personne semble-t-il déterminer ma valeur ? Peut-être que ce qui commence à se mettre en place lorsque vous vous arrêtez n'est pas au début votre vie. Peut-être s'agit-il de quelque chose de plus inconfortable. Vous commencez à voir qui vivait à votre place. Et lorsque cela apparaît, votre première impulsion sera de faire quelque chose pour ne pas avoir à regarder. C'est exactement là que commence notre problème. Il existe un instant presque invisible entre ce qui vous arrive et ce que vous faites ensuite. Un message lu mais resté sans réponse, un changement inattendu dans le comportement de quelqu'un, une critique au travail, une opportunité qui semble vous échapper, une conversation qui se termine de manière étrange. L'événement est peut-être insignifiant, mais quelque chose se déclenche en vous et soudain l'urgence apparaît. Vous prenez votre téléphone, vous écrivez, vous effacez, vous écrivez à nouveau, vous vérifiez si la personne est en ligne, vous imaginez des explications. Des conversations entières se déroulent dans votre tête. En quelques minutes, vous ne réagissez déjà plus à ce qui s'est réellement passé. Vous réagissez aux dizaines de possibilités que votre esprit a produites. C'est ici qu'une distinction devient nécessaire. Toute action ne naît pas d'une décision. Certaines actions naissent de notre incapacité à rester face à une émotion. Le contenu qui inspire cette analyse met précisément en lumière cette contradiction.
Plus l'ego se sent menacé par la perte, l'incertitude ou l'absence de contrôle, plus son besoin d'intervenir immédiatement sur la réalité peut devenir intense. Imaginez un homme appelé Daniel. Après 2 années de relation, il remarque que sa compagne devient plus distante. Elle met davantage de temps à répondre et semble moins intéressée par leur conversation. Daniel ressent de la peur, mais il ne l'appelle pas ainsi. Il appelle cela le besoin de régler les choses. Il commence par lui demander s'il s'est passé quelque chose, puis il pose de nouveau la question. Il interprète les réponses courtes, il surveille les horaires, il devient excessivement disponible. Il rend des services que personne ne lui a demandé. Il tente de créer artificiellement de la proximité. Plus il craint de la perdre, plus il essaie de la contrôler. Et plus il essaie de la contrôler, moins il reste d'espace pour que la relation puisse respirer. C'est précisément là que se trouve la tragédie psychologique. Daniel croit se battre pour sa relation, alors qu'il se bat peut-être contre le sentiment d'abandon que cette relation a réveillé en lui. Ce sont 2 combats différents. Le premier se déroule entre 2 personnes. Le second se déroule à l'intérieur de lui. Jung a utilisé le concept de persona pour désigner le masque que nous construisons afin de nous adapter au monde. Et certains masques sont si convaincants qu'ils parviennent même à nous cacher ce qui se passe réellement en nous. Je suis simplement inquiet. Je veux clarifier les choses. Je dois prendre une décision. Je n'aime pas laisser les problèmes sans solution. Parfois, tout cela est vrai. Mais dans d'autres situations, il ne s'agit que d'une manière socialement acceptable de dire « je ne supporte pas de ne pas savoir ce qui va se passer ». C'est pourquoi rester immobile dans certaines situations peut être beaucoup plus difficile que d'agir. Lorsque vous agissez impulsivement, vous évacuez la tension. Lorsque vous attendez, vous êtes obligé de la ressentir. Et c'est alors que surgissent les questions que l'activité maintenait enfouies. Pourquoi le silence de cette personne me déstabilise-t-il autant? Pourquoi le fait d'être rejeté semble-t-il prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Pourquoi perdre cette opportunité me donne-t-il l'impression d'être resté à la traîne? Pourquoi ai-je besoin de récupérer immédiatement quelque chose qui est peut-être déjà terminé? Ainsi, ne rien faire n'est pas une technique destinée à manipuler le monde. Il ne s'agit pas de garder le silence pour que quelqu'un ressente votre absence. Cela resterait une forme de contrôle, simplement habillé de vêtements plus sophistiqués. Il s'agit d'interrompre temporairement l'enchaînement automatique entre blessures, anxiété et réaction. Imaginez une alarme extrêmement sensible. Elle a été conçue pour vous protéger, mais elle se déclenche au moindre mouvement. Après quelque temps, vous ne parvenez plus à distinguer une véritable intrusion d'un simple rideau qui bouge sous l'effet du vent. Certaines blessures psychologiques fonctionnent de cette manière. Un retard devient un abandon, une critique devient une humiliation, une perte devient la preuve d'un échec, un désaccord devient un rejet, et vous réagissez à toute la charge émotionnelle accumulée au fil du temps, et non seulement à l'événement présent. C'est pourquoi, avant de demander « que dois-je faire ?», il existe peut-être une question qui vient avant toutes les autres, et qui est bien plus dangereuse. Quel sentiment suis-je en train d'essayer de faire disparaître à travers ce que je m'apprête à faire? Car si vous êtes incapable de répondre à cette question, il est possible que votre prochaine décision ne soit pas véritablement la vôtre. Ce n'est peut-être qu'une ancienne blessure qui a appris à guider vos mains. Il existe une cruauté silencieuse dans le fonctionnement de l'esprit. Parfois, ce que vous faites pour empêcher une perte crée précisément les conditions qui la rendent possible. Vous craignez d'être abandonné et vous commencez à surveiller. Vous avez peur d'échouer et vous essayez de contrôler chaque détail. Vous craignez d'être oublié et vous accentuez votre présence. Vous avez peur de perdre une opportunité et vous acceptez des conditions que vous auriez normalement refusées. À l'extérieur, cela ressemble à un effort. À l'intérieur, c'est la peur qui cherche des garanties. Le contenu qui inspire ce scénario décrit un paradoxe similaire. Plus l'importance émotionnelle accordée à un résultat est grande, plus l'attention commence à rechercher des signes indiquant que celui-ci est en train de nous échapper. La personne désespérément en quête de reconnaissance perçoit de l'indifférence partout. Celui qui craint de perdre de l'argent voit une menace dans la moindre fluctuation. Celui qui ressent le besoin de préserver une relation interprète comme une prise de distance ce qui n'était peut-être qu'un simple silence. Mais le problème ne s'arrête pas à la perception. Ce que vous percevez modifie ce que vous faites. Imaginez Elena attendant une réponse après un entretien important. 2 jours passent, rien. Le 3e jour, elle envoie un email. Le 4e, elle repasse mentalement tout ce qu'elle a dit. Le 5e, elle consulte les réseaux sociaux de l'entreprise, regarde qui a été récemment embauché et commence à comparer les CV.
Lorsqu'elle est finalement convoquée pour un deuxième entretien, Elena n'entre déjà plus dans cette salle simplement pour discuter. Elle y entre pour ne pas perdre. Désormais, chaque question ressemble à une épreuve décisive. Chaque silence du recruteur lui semble être un signe de désapprobation. Elle parle trop pour éviter de paraître mal préparée, corrige des réponses qui étaient pourtant bonnes, tente d'anticiper ce que l'autre souhaite entendre. Ses compétences n'ont pas disparu. Mais la peur a pris le contrôle de la manière dont elle les présente. Ce mécanisme apparaît également dans les relations. Vous remarquez que quelqu'un s'éloigne. Immédiatement, vous lui accordez davantage d'attention, de disponibilité, d'explication. Si cela ne fonctionne pas, vous augmentez l'intensité. L'autre personne ressent la pression et prend ses distances. Vous interprétez ce recul comme la confirmation de l'abandon et vous intensifiez une nouvelle fois votre rapprochement. À un certain moment, il n'y a même plus de véritable rencontre. Il n'y a plus qu'une poursuite et une fuite. L'ironie est brutale. Vous appelez amour ce qui, à cet instant, n'est peut-être rien d'autre qu'une incapacité à tolérer la possibilité de perdre. C'est pourquoi contrôler ne signifie pas nécessairement dominer quelqu'un de manière explicite. Il existe des formes plus subtiles de contrôle. S'expliquer excessivement pour empêcher les autres de penser du mal de vous. S'excuser alors que vous n'avez rien fait de mal afin d'éviter un conflit. Se rendre indispensable pour qu'il soit plus difficile à quelqu'un de partir. Anticiper les besoins des autres afin de garantir leur approbation. Même la gentillesse peut devenir un instrument de contrôle lorsqu'une dette émotionnelle se cache derrière elle. Après tout ce que je fais pour toi, tu ne peux pas me rejeter. C'est à ce moment-là que ne rien faire cesse de ressembler à de la passivité. Cela signifie supporter quelques minutes, quelques heures, ou lorsque cela était possible, quelques jours sans alimenter immédiatement ce mécanisme. Ne pas envoyer un autre message, ne pas inventer une explication au silence, ne pas supplier l'autre de donner une réponse définitive simplement pour faire disparaître votre anxiété. Ne pas transformer l'incertitude en catastrophe. Mais il existe un détail essentiel. Vous ne faites pas cela dans le but d'obtenir le résultat souhaité. Si vous gardez le silence en espérant que quelqu'un vous poursuive à son tour, vous essayez toujours de contrôler la situation. Vous avez simplement remplacé la poursuite par une stratégie. La véritable interruption se produit lorsque vous acceptez une possibilité bien plus menaçante pour l'ego. Il existe peut-être ici quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est précisément lorsque cette possibilité est admise qu'une autre couche apparaît. Car lorsque vos mains cessent enfin d'essayer de réorganiser tout ce qui vous entoure, ce qui était dissimulé derrière votre besoin de contrôle commence à remonter à la surface. Ce n'est pas encore la paix. Du moins, pas pour l'instant. C'est cette partie de vous qui avait désespérément besoin que tout reste sous contrôle. Et Jung a donné un nom troublant au territoire où nombre de ces parties rejetées demeurent dans l'attente, l'ombre. Après avoir interrompu ce besoin de tout contrôler, quelque chose se produit auquel peu de personnes s'attendent. Vous ne trouvez pas immédiatement la paix. Vous trouvez du bruit, mais cette fois, le bruit vient de l'intérieur. Tant que vous étiez occupé à essayer de récupérer certaines personnes, à corriger des situations, à prouver votre valeur ou à anticiper les problèmes, vous n'aviez pas besoin de regarder ce qui alimentait toute cette agitation. L'action fonctionnait comme un anesthésiant. Chaque problème extérieur vous fournissait une justification pour ne pas regarder le conflit intérieur. Puis vous vous arrêtez, vous n'envoyez pas le message, vous ne cherchez pas une autre distraction. Vous n'essayez pas d'expliquer votre version des faits pour la 10e fois. Vous ne vérifiez pas si quelqu'un a remarqué votre absence, et ce qui semblait n'être que de l'anxiété commence à révéler d'autres couches. Peut-être y a-t-il de la colère, peut-être de l'envie, peut-être un besoin presque enfantin d'être choisi. Peut-être découvrez-vous que vous ne vouliez pas exactement cette personne. Vous vouliez la confirmation que vous étiez désirable. Ou peut-être ne désiriez-vous pas tant cette réussite. Vous en aviez besoin parce qu'échouer aurait détruit l'image que vous aviez construite de vous-même. C'est ici que le silence devient dangereux, car certaines parties de la personnalité ne restent invisibles que tant que nous sommes en mouvement. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie à être considéré comme extrêmement généreux. Il aide tout le monde, résout les problèmes, ne dit jamais non. Toute son identité s'est construite autour de l'image d'une personne toujours disponible. Jusqu'au jour où il décide de s'arrêter. Durant les premiers jours, il ressent de la culpabilité, puis de l'irritation. Finalement, il découvre quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu admettre. Une partie de sa générosité cachait une négociation silencieuse. Si vous avez besoin de moi, vous ne pourrez pas m'abandonner. Cela ne signifie pas que toute forme d'attention envers les autres soit une manipulation. Cela signifie simplement qu'un comportement apparemment vertueux peut être porté par des motivations contradictoires.
Et c'est précisément cette contradiction que nous évitons de regarder. Nous voulons croire que nous sommes une seule personne cohérente, prévisible et consciente de nos propres intentions. Pourtant, il suffit d'observer une dispute pour comprendre à quel point cette image est si fragile. Vous promettez de ne pas répondre. 5 minutes plus tard, vous répondez. Vous dites que cela vous est égal. Puis vous vérifiez votre téléphone 20 fois. Vous affirmez avoir tourné la page, mais secrètement, vous imaginez le jour où cette personne comprendra ce qu'elle a perdu. Il y a ce que vous déclarez, et il y a ce qui continue d'agir silencieusement en vous. Le document qui inspire cette réflexion explore précisément la manière dont des émotions, des souvenirs rejetés et des besoins non reconnus peuvent continuer à influencer nos choix, même lorsque notre conscience croit avoir déjà laissé tout cela derrière elle. C'est pourquoi rester immobile pendant quelque temps ne signifie pas vider son esprit. Cela signifie observer ce qui apparaît lorsque vous cessez de lui obéir. Et peut-être que ce qui apparaîtra sera désagréable. Le besoin d'approbation que vous appeliez amour, le ressentiment dissimulé derrière la politesse, la peur cachée derrière le perfectionnisme, la dépendance dissimulée derrière l'attention portée aux autres. Vous n'avez pas besoin de détruire immédiatement chacune de ces parties. Vous devez d'abord parvenir à les regarder sans fabriquer de justification, car ce que vous rejetez en vous ne cesse pas nécessairement d'exister. Cela peut simplement apprendre à agir sans vous demander la permission. Et lorsque vous finissez par le comprendre, une question encore plus inconfortable surgit. Si je cesse d'alimenter tous ces comportements, qu'y reste-t-il lorsque le masque qui a soutenu ma vie commence à tomber ? Il existe une phase particulièrement inconfortable lorsque vous cessez de répéter vos anciens schémas. Vous pensiez ressentir de la liberté. Mais vous ressentez du vide. Pendant des années, votre identité s'est peut-être organisée autour de petites missions invisibles, plaire à quelqu'un, éviter le rejet, démontrer votre compétence, maintenir une relation à flot, prouver que vous aviez raison, vous rendre indispensable, anticiper les conflits. Vous appeliez tout cela votre personnalité. Mais une partie de tout cela n'était peut-être qu'une forme de survie émotionnelle. Lorsque ces comportements commencent à disparaître, une question surgit, une question que nous nous posons rarement lorsque nous sommes constamment occupés. Qui suis-je lorsque je n'ai plus besoin de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit ? C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes reviennent sages à leurs anciens schémas. Non pas parce qu'ils leur faisaient du bien, mais parce qu'ils leur étaient familiers. Une personne met fin à une relation marquée par la dépendance. Pendant des mois, elle a rêvé de liberté. Lorsqu'elle parvient enfin à partir, elle découvre qu'elle ne sait pas quoi faire de ses soirées. Avant, il y avait des messages à interpréter, des disputes à résoudre, des éloignements à redouter, des réconciliations à espérer. Maintenant, il y a le silence. Et le silence semble pire. Alors elle commence à ressentir un manque. Mais ce n'est peut-être pas exactement la personne qui lui manque. Il peut s'agir du manque provoqué par l'absence d'une dynamique qui structurait émotionnellement ses journées. Le chaos peut lui aussi devenir une identité. Lorsque vous avez passé des années à éteindre des incendies, une maison paisible peut étrangement vous sembler dépourvue de vie. Voilà le danger de la désintégration. Vous pouvez confondre l'absence d'une souffrance familière avec une absence de sens. Le contenu qui inspire ce scénario explore précisément l'idée que l'immobilité peut ouvrir un espace dans lequel émergent des contenus auparavant dissimulés par l'activité constante, permettant ainsi une réorganisation intérieure qui ne peut pas être obtenue par la force. Mais cette réorganisation ne doit pas être idéalisée. Perdre un masque fait mal lorsque vous avez oublié qu'il s'agissait d'un masque. La personne qui a toujours été forte peut découvrir qu'elle ne sait pas demander de l'aide. Celui qui a construit sa valeur personnelle à travers le travail peut se sentir insignifiant lorsqu'il cesse de produire. Celui qui a vécu en étant constamment désiré peut s'effondrer lorsqu'il cesse de recevoir de l'attention. Celui qui s'est toujours occupé des autres peut découvrir qu'il n'a jamais construit une vie capable d'exister indépendamment d'eux. Dans cet intervalle, votre ancien moi ne fonctionne plus, et le nouveau n'existe pas encore. C'est comme quitter une maison en ruine avant de savoir où se trouvera votre prochaine demeure. Il y a de la liberté dans le fait de partir, mais il y a aussi le froid. C'est pourquoi tant de personnes reviennent en arrière. Elles retournent vers des relations dont elles ont pourtant déjà compris le fonctionnement. Elles recommencent à trop s'expliquer. Elles recommencent à chercher l'approbation. Elles recommencent à travailler jusqu'à l'épuisement. Pas nécessairement parce qu'elles croient à nouveau en tout cela, mais parce que l'ancien comportement offre quelque chose d'extrêmement séduisant, une identité toute faite. Le véritable défi commence lorsque vous résistez à la tentation de remplir immédiatement ce vide. Lorsque vous ne remplacez pas une dépendance par une autre.
lorsque vous ne trouvez pas une autre personne pour jouer exactement le même rôle. Lorsque vous ne créez pas une nouvelle obsession simplement pour ne pas ressentir l'absence de la précédente. Alors, de petites décisions commencent à prendre une importance différente. Vous découvrez ce que vous préférez lorsque personne ne vous regarde. Ce que vous refusez lorsque vous n'avez pas besoin de vous justifier. Les personnes que vous gardez dans votre vie par désir et non par peur. Le silence que vous êtes capable de supporter sans le transformer immédiatement en distraction. Et ce n'est peut-être qu'à ce stade que quelque chose commence véritablement à se mettre en place. Non pas parce que le monde a finalement décidé d'obéir à vos désirs, mais parce que vous commencez à découvrir quels désirs étaient réellement les vôtres, et lesquels appartenaient au masque que vous aviez dû construire pour survivre. Après avoir traversé le silence, une découverte vient bouleverser l'interprétation la plus rassurante de tout cela. Peut-être que rien n'a commencé à se mettre en place comme par magie. Peut-être avez-vous simplement cessé de désorganiser votre vie en essayant de la forcer à prendre la forme exigée par votre peur. Avant, toute prise de distance ressemblait à un rejet. Tout retard semblait être un échec. Toute perte devait être immédiatement remplacée. Vous ne regardiez pas les événements tels qu'ils étaient. Vous les regardiez à travers votre besoin de préserver une certaine identité. C'est pourquoi vous en faisiez trop. Vous parliez lorsque vous auriez dû observer. Vous insistiez alors que le comportement de l'autre vous avait déjà donné une réponse. Vous restiez là où l'on ne voulait pas de vous parce que partir aurait signifié admettre que vous n'aviez aucun contrôle. Et vous acceptiez ce qui vous faisait souffrir parce que perdre vous semblait encore plus effrayant. Le contenu qui inspire ce scénario établit précisément une distinction entre abandonner sa vie et abandonner la tentative compulsive de forcer les résultats. Cette interruption ne supprime pas l'action. Elle cherche à empêcher la peur d'en devenir l'unique commandant. Lorsque cette compulsion diminue, une transformation discrète se produit. Vous commencez à voir des réalités que vous aviez auparavant besoin de déformer. Celui qui veut rester n'a pas besoin d'être constamment convaincu. Une porte fermée n'a pas à devenir un verdict sur votre valeur. Une absence peut être une information. Un échec peut simplement être un échec et non une définition de ce que vous êtes. Et alors, l'action revient. Mais cette fois, vous envoyez un message parce que vous avez quelque chose de sincère à dire et non parce que vous devez faire disparaître votre anxiété. Vous travaillez parce que vous avez choisi de construire quelque chose et non uniquement pour prouver que vous méritez le respect. Vous laissez quelqu'un partir sans transformer son départ en une guerre contre vous-même. Cela ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie retrouver la capacité de choisir une réponse au lieu d'obéir simplement à une réaction. C'est peut-être cela qui, véritablement, commence à se mettre en place. Pas les personnes, pas les événements, pas les destins. Les pièces qui commencent à trouver leur place sont la perception, le désir et la décision. Et lorsque ces trois éléments cessent d'être continuellement réorganisés par la peur, vous prenez conscience de quelque chose de troublant. Beaucoup des batailles qui ont consumé des années de votre vie n'ont peut-être jamais été des batailles contre le monde. Elles étaient des tentatives désespérées d'empêcher le monde de révéler ce que vous n'étiez pas encore capable d'accepter en vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être resté avec moi tout au long de cette réflexion. Non pas parce que vous avez trouvé des réponses faciles, mais parce que vous avez accepté de rester face à des questions qui sont peut-être bien plus difficiles à porter. Si une partie de cette vidéo vous a permis de reconnaître un comportement que vous répétez silencieusement depuis longtemps, écrivez simplement dans les commentaires « J'ai cessé de réagir ». Non pas comme une promesse, non pas comme une phrase de motivation, simplement comme la trace de quelque chose que vous avez commencé à comprendre. Si ce contenu vous a parlé, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines analyses consacrées au comportement humain, aux conflits intérieurs et à ces contradictions que nous préférons généralement ne pas nommer. Merci pour votre attention. Et lorsque cette vidéo sera terminée, avant d'ouvrir un autre écran, de chercher une autre réponse ou de vous précipiter pour résoudre ce qui continue à vous préoccuper, ne faites rien pendant quelques minutes. Observez quelle est la première chose à l'intérieur de vous qui commence à exiger que vous agissiez. C'est peut-être précisément elle que vous aviez besoin de voir.